Nous sommes le 24 novembre 1989. C'est un vendredi, le lendemain de Thanksgiving. Amanda Stavik, dite Mandy, 18 ans, est à la maison pour les vacances. Elle est en première année à la Central Washington University. Mandy a vécu en Alaska jusqu'à ce que ses parents divorcent et que sa mère, Mary, déménage avec ses 3 enfants, Mandy, sa sœur Molly et son frère Lee, dans une nouvelle maison à Acme en 1983. Acme est une petite ville située sur l'autoroute 9 dans le comté de Whatcom, dans l'État de Washington. C'est une ville de 200 habitants où tout le monde se connaît et où il y avait un sentiment de sécurité et de convivialité. Les enfants sortent jouer tranquillement sans la surveillance de leurs parents. Les ados se retrouvent le soir sans qu'il n'y ait de problème. Tout le monde se connaît, chacun a un petit signe de tête pour celui qu'il croise, un petit mot, une petite attention. Il fait bon vivre à Acme, bien que le climat ne soit pas très accueillant, les gens, eux, le sont. Dans l'après-midi du 24 novembre 1989, Mandy a envie d'aller courir. C'est une sportive, elle est dans l'équipe de course de son lycée et elle adore courir. Pour elle, il n'y a rien de mieux pour se sentir plus léger après un copieux repas. En général, sa mère, Marie, l'accompagne à vélo, mais ce jour-là, Marie est fatiguée des fêtes de la veille et veut se reposer. Pas de problème pour Mandy, elle ira faire son jogging avec le chien de la famille, Kira, un berger allemand. Vers 14h30, elle met ses baskets et part sur le même itinéraire qu'elle a pris des centaines de fois quand elle était au lycée. Elle descend toute la rue Strand Road jusqu'à la rivière et revient. Mais vers 16h, Mandy n'est toujours pas là. Sa mère s'inquiète, elle ne prend jamais autant de temps d'habitude. Puis vers 17h, le chien, Kira, retourne finalement à la maison. Mais sans Mandy. Paniquée, Marie appelle le petit ami de sa fille, Rick Zender. Mais il n'a pas de nouvelles d'elle. La panique de Marie le fait paniquer aussi. Ils passent l'heure suivante à appeler toutes les personnes auxquelles ils peuvent penser. Mais personne n'a vu la jeune fille. On se veut rassurant. Peut-être Mandy s'est seulement blessée et qu'elle attend de l'aide ? Mais Marie a un mauvais pressentiment. Elle appelle la police. Heureusement, la police prend tout de suite l'affaire au sérieux. C'est une petite ville, tout le monde connaît Mandy et elle a la réputation d'être une jeune femme sérieuse et bien élevée. L'enquête commence. 2 témoignages lèvent les derniers doutes sur une éventuelle fugue. David Cracker, un livreur, a vu Mandy passer devant sa camionnette sur Strand Road. Elle retournait en courant vers sa maison. Lee, le frère de Mandy, était chez un ami sur Strand Road également et a vu lui aussi passer sa sœur en courant en direction de la maison. Mandy semblait donc être sur le chemin du retour. Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Durant 3 jours, les habitants d'Acme et les policiers fouillent chaque recoin de leur ville. Tout le monde a beaucoup de chagrin et redoute le pire. Malheureusement, le pire arrive quand le 27 novembre, des pompiers volontaires effectuent des recherches à bord d'un Zodiac sur la rivière Nooksack. Puis tout à coup, ils voient quelque chose de rose dans l'eau. Ils s'approchent et tombent sur le corps de Mandy. Elle est nue, à l'exception de ses chaussures de course roses et de ses chaussettes. Mandy a été violée, assommée et jetée dans la rivière, où elle est finalement morte noyée. D'après la police, voici le scénario du meurtre. Mandy a été enlevée par quelqu'un en voiture, car elle courait vite et qu'il aurait été difficile de la rattraper, surtout si elle se sentait suivie. Il pense que son chien a été jeté dans un fossé avant que Mandy ne soit mise de force dans la voiture, sûrement sous la menace d'une arme. Puis, Mandy a été amenée dans un endroit reculé, peut-être même sur les berges de la rivière où elle a été retrouvée. Elle a été violée et comme son corps présente de nombreuses égratignures et coupures, la police pense qu'elle a ensuite tenté de s'enfuir en traversant des buissons de mûriers présents sur les berges de la rivière. Mais vraisemblablement, l'agresseur a réussi à lui remettre la main dessus et l'a assommée pour que Mandy tombe inconsciente et ne retente pas une nouvelle fuite. Toujours dans les pommes, elle a été jetée dans la rivière et s'est finalement noyée. C'est une nouvelle tragédie pour la famille Stavik. Car la fratrie de 3 était initialement une fratrie de 4 enfants. Mais le fils aîné, Brent, a été tué par balle en 1975 alors que la famille se trouvait encore à Anchorage, en Alaska. Son meurtrier n'a jamais été retrouvé et à ce jour, son meurtre n'est toujours pas résolu. D'abord Brent, maintenant Mandy, le sort s'acharne sur cette famille pourtant si gentille et appréciée.
La jeune femme est enterrée dans le cimetière communal de Clipper, le village d'à côté, à quelques minutes à pied de la maison des Stavik. L'enquête continue. La police a à cœur de mettre le coupable derrière les barreaux, pour Mandy et pour toute la communauté qui s'est unie pour affronter le deuil et soutenir la famille Stavik. Souvenez-vous de David Cracker, le livreur. Il dit qu'il a vu Mandy courir sur Strand Road en direction de sa maison. Mais ce qu'il a vu également, c'est un camion passé peu de temps après. Il dit qu'il y avait 2 personnes à bord, dans la trentaine. Un autre homme a été aperçu à proximité du lieu de sa disparition et grâce à ses témoignages, un croquis est dressé. Mais même si ce croquis ne ressemble pas au petit ami de la jeune femme, Rick, ce dernier n'échappe pas à l'interrogatoire. Que faisait-il quand Mandy a disparu? Y avait-il des problèmes dans leur couple? La distance était-elle trop dure à supporter? Rick et Mandy étaient ensemble depuis 3 ans. Le jeune homme s'est montré coopératif et a donné à la police tous les détails dont ils avaient besoin et a été rapidement exclu comme suspect. L'autopsie réalisée le lendemain de la découverte du corps a conclu que la cause du décès était bien une asphyxie par noyade. Miraculeusement, elle révèle un ADN masculin, du sperme, confirmant l'agression sexuelle. Le problème, c'est qu'en 1989, l'ADN en est encore à ses balbutiements. Le détective Ron Peterson, chargé de l'enquête, revient tout juste de l'académie du FBI à Quantico, où il avait appris que les preuves ADN peuvent être utilisées comme outil d'enquête. Il explique qu'en 1989, peu de policiers effectuaient des tests ADN et quand ils le faisaient, les échantillons étaient directement envoyés au FBI. C'est donc ce qu'ils font. Ils envoient les preuves ADN prélevées sur le corps de Mandy Stavik au FBI et obtiennent des profils ADN pour elle et pour l'agresseur inconnu. Mais il n'y a aucune correspondance dans leur système. La seule solution, c'est d'effectuer une battue auprès des hommes de la petite ville d'Acme. La police prélève des échantillons de salive sur 30 hommes de la communauté, mais aucun ne correspond. Coup dur pour tout le monde, mais surtout pour Marie, la mère de Mandy. Elle dit elle-même qu'elle pense que le tueur de sa fille ne sera jamais retrouvé. Elle pleure sa fille, qui était une jeune femme incroyable. Amanda Teresa Stavik, dite Mandy, est née le 16 avril 1971 à Anchorage, en Alaska. Les photos de Mandy montrent une belle jeune fille aux cheveux blonds bouclés et au sourire contagieux. Tout le monde dans la petite ville d'Acme la connaît et l'apprécie. Depuis le décès de son grand frère, Mandy a compris l'importance de vivre pleinement sa vie et d'apprécier ce qui l'entoure. C'était une fille populaire dans sa communauté. C'était une jeune femme déterminée et compétente. Sa mère, Marie, dit de sa fille, je cite, « Elle voulait tout faire, elle voulait être très bonne dans tout ce qu'elle faisait, et elle l'était. » Ce qu'adorait Mandy, c'est le sport. Elle était pom-pom girl ainsi que dans l'équipe de softball et de course à pied. Et cela ne l'empêchait pas d'être l'une des meilleures élèves de son lycée. Son rêve, c'était de devenir pilote de ligne. Molly, sa sœur, dit que Mandy voulait tout faire et laisser son empreinte sur le monde. Elle dit, je cite, « Elle a accompli beaucoup de choses pendant le peu de temps où elle était ici. » Mais l'affaire n'avance pas et reste sans suite pendant presque 20 ans. Le meurtre sordide de Mandy Stavik continue de planer comme un nuage noir sur cette communauté dont l'insouciance s'est envolée en même temps que la vie de la jeune femme. En 2009, un nouveau détective est chargé de l'affaire, c'est Kevin Bowie. Il fréquentait le même lycée que Mandy et il n'a jamais abandonné l'idée qu'un jour, son meurtre serait résolu. Il commence à parcourir le dossier, fouillant d'anciennes pistes et d'anciens suspects. Bowie remarque alors qu'un trafiquant de drogue local, nommé John Wisniewski, a été interrogé à l'époque car il racontait qu'il savait peut-être qui avait assassiné Mandy. Bien que son ADN ne corresponde pas à celui de la scène de crime, Bowie veut quand même lui reparler. Ça pourrait être une piste intéressante. En 2010, il se rend jusqu'au Cambodge où vit désormais John pour l'interroger. Mais John ne lâche pas le morceau. Il s'efforce de répéter qu'il ne sait pas qui a fait ça. Le détective ne le croit pas. Mais que peut-il faire de plus? Il rentre aux États-Unis et continue son enquête. J'en profite pour vous demander, si vous appréciez mon travail, d'envisager de vous abonner et de laisser un petit j'aime et un commentaire. Ça m'aide beaucoup, alors merci. Quelques années passent. Nous sommes en juin 2013, dans un parc aquatique.
2 femmes assises côte à côte surveillent leurs enfants. Elles se nomment Heather Backstrom et Mary Lee Anderson. Elles ne se connaissent pas vraiment, juste de vue. Elles sont allées au même lycée, le même aussi que celui de Mandy. Elles engagent la conversation et à l'improviste, l'une d'elles évoque le nom de Mandy Stavik. Les 2 femmes sont gênées, c'est toujours un sujet sensible dans la communauté. Mais l'une d'elles brise le silence en disant qu'elle a une idée de qui peut être le tueur. Son interlocutrice, choquée, rétorque qu'elle aussi, elle a un nom en tête. Il s'avère qu'elle pense la même chose. Pour elle, celui qui a tué Mandy, c'est Timothy Bass. Jamais l'une des 2 femmes n'a fait part de ses soupçons à quelqu'un, ni à leurs amis, ni aux forces de l'ordre. Interrogée par la suite, Mary Lee explique, je cite, « Je n'étais vraiment pas prête, car nous sommes dans une petite ville, et accuser quelqu'un de quelque chose dont nous ne sommes pas sûrs est un peu effrayant. » Mais pourquoi lui ? Les 2 mères de famille racontent que chacune d'elles a vécu une expérience traumatisante avec Timothy, qui allait lui aussi au même lycée. Heather raconte « J'avais probablement 15 ans, et il avait la vingtaine. C'était après un match de softball à l'été 1989, quelques mois avant le meurtre de Mandy. Nous avons décidé avec mon groupe d'amis d'aller chez Dairy Queen, une chaîne de fast-food. Nous nous sommes tous entassés dans le camion d'un ami, y compris Tim Bass, qui était assis à côté de moi, et durant tout le trajet, il n'a fait que de me parler de mes yeux, et comme ils étaient beaux. Puis il a sorti un stylo du porte-gobelet et a commencé à le frotter le long de mes genoux, parce que je portais un short. J'étais très nerveuse. Il m'a mise très mal à l'aise, quelque chose dans son regard ne tournait pas rond. J'ai été soulagée d'enfin arriver au restaurant et j'ai passé la soirée à l'éviter. En fait, je l'ai soigneusement évité depuis ce jour-là. Par chance, il n'a jamais retenté quoi que ce soit. Puis c'est au tour de Mary Lee de confesser son expérience. Nous étions en juillet 1991. Un soir, j'étais à la maison avec mon jeune fils lorsque j'entendis frapper à la porte. J'ouvre et je tombe sur Tim Bass. Je le connais vaguement car c'est un ami de mon mari. Il me demande s'il peut utiliser le téléphone car il a passé la journée à chasser et qu'il voulait prévenir sa femme. Lorsque je lui ai tendu le téléphone, il a commencé à composer le numéro, mais quelque chose n'allait pas. J'ai entendu le bip bip, nous sommes désolés, lorsque vous appelez quelqu'un et que son téléphone est déconnecté. Et là j'ai pensé, ok, il y a quelque chose de bizarre. Je n'ai pas pu l'expliquer, je l'ai juste ressenti au fond de moi. Il pose le téléphone, traverse la cuisine et se rend dans ma chambre. Il me dit qu'il passe souvent devant ma maison et qu'il a toujours été amoureux de moi. Qu'il veut me faire l'amour, là, tout de suite. J'étais choquée et un peu dégoûtée aussi. Je lui ai demandé de partir, mais il a refusé. J'étais terrifiée. Mon fils était là, juste à côté. J'ai eu très peur qu'il me fasse du mal. J'ai couru dans la cuisine pour récupérer le téléphone et je l'ai menacé d'appeler la police. Finalement, il est parti. J'en ai fait des cauchemars pendant très longtemps. C'est après avoir échangé leurs histoires que les 2 femmes se sont décidées à finalement faire part de leurs soupçons à la police. Il s'avère qu'à l'époque, Tim Bass vivait dans une maison à moins de 3 km de celle de Mandy, juste le long de son parcours de course. Une question se pose alors. Quand bien même, pourquoi son implication n'a-t-elle pas été vérifiée à l'époque ? Pourquoi n'a-t-il pas été interrogé comme d'autres avant lui ? Le détective Bowey s'exprime, je cite, « Je pense que les détectives de l'époque ont été influencés par la réputation de cette famille. Ils ont dû se dire « Non, ce n'est pas possible, ils sont très appréciés dans la communauté. » Et donc je pense que cette piste a simplement été négligée. Et en effet, Tim Bass ainsi que son père et son frère n'ont jamais été invités à donner un échantillon d'ADN. Néanmoins, Tim n'a aucun casier judiciaire. Il n'a jamais attiré l'attention des forces de l'ordre. Mais les enquêteurs ne veulent pas lâcher cette piste. C'est la meilleure qu'ils n'aient jamais eue dans cette affaire. Ils le sentent. Ils décident d'aller voir Tim Bass chez lui pour lui poser quelques questions tranquilles, juste pour prendre la température. Et quand il lui parle de Mandy, sa réaction sonne l'alarme. Il dit qu'il ne la connaît pas, qu'il ne se souvient pas d'elle. Mais c'est impossible, pour la simple et bonne raison qu'elle était amie avec son petit frère, qu'elle est donc déjà venue chez lui, qu'ils allaient dans le même lycée et que, de toute manière, dans cette ville, tout le monde connaît tout le monde. Voyant que sa réponse passe mal, il change de version. Il dit, je cite, « Mandy, ah oui, c'est la fille qu'ils ont trouvée dans la rivière.
Comme si ce meurtre affreux n'avait pas secoué toute la ville. Mais l'enquêteur n'est pas dupe, il a compris que Tim mentait. Les agents lui demandent un échantillon de salive pour obtenir son ADN, pour respecter la procédure, lui disent-ils, ce qui n'est techniquement pas faux. Mais Tim refuse et rétorque, je cite, « Eh bien, je ne veux pas. J'ai regardé les émissions policières, je sais combien de personnes vont en prison parce qu'elles ont donné leur ADN. » Ils doivent alors trouver un nouveau plan. Ils mettent en place une surveillance accrue sur Tim. Ce père de famille de 3 enfants mène une vie tranquille dans une ville voisine. Il est conducteur d'un camion de livraison pour une boulangerie. Les enquêteurs ont suivi Tim Bass toute la nuit sur son itinéraire de livraison de la boulangerie en espérant qu'il jetterait un objet contenant de l'ADN, mais sans succès. Ils veulent en savoir plus sur lui, alors ils prennent contact avec son petit frère, qui était un ami de Mandy. Tom raconte que son frère a toujours été un solitaire et que dès son adolescence, il a commencé à révéler des problèmes plus profonds. Il se souvient d'une nuit pénible après que la petite amie de son frère ait rompu avec lui. Il explique que son frère était au téléphone avec elle dans sa chambre et qu'il avait apparemment un pistolet avec lui. À un moment, il dit à la jeune femme qu'il va se tuer et tire un coup de pistolet en l'air. À partir de cette nuit-là, Tom dit que les proches de son frère ont remarqué un changement en lui. The disgust, the disrespect towards women. Tim s'est marié une première fois très jeune, à peine 22 ans, 6 semaines seulement après le meurtre de Mandy. Il a épousé une fille du lycée, Gina Malone, qui raconte que ce n'était pas vraiment un conte de fées. Elle dit, je cite, « Je l'ai épousée essentiellement pour m'éloigner de la maison ». Gina raconte que tout au long de leur mariage de près de 30 ans, Tim était un mari autoritaire et émotionnellement violent. Qu'elle était sa servante. Quand elle voulait parler, il lui disait crûment de se taire, même devant d'autres personnes. Gina était malheureuse, mais elle est tout de même restée avec Tim et a eu 3 enfants avec lui. Quand on lui demande pourquoi, Gina explique qu'elle avait peur. Qu'elle a essayé de demander le divorce, mais que Tim lui a dit qu'il allait mentir au juge et tout faire pour lui enlever ses enfants. Gina ne pouvait pas l'accepter, alors elle est restée. En février 2015, il retourne voir Tim Bass, qui, encore une fois, n'a pas voulu coopérer. Ils se disent qu'ils peuvent tenter d'obtenir des informations sur son lieu de travail. Alors les enquêteurs se rendent à la boulangerie Friends pour poser des questions sur un chauffeur de camion de livraison nommé Timothy Bass. Ils aimeraient connaître les détails de ses itinéraires quotidiens 2 décennies plus tôt. Mais le patron de la boulangerie donne le strict minimum en termes d'informations et demande à ne plus être dérangé. L'affaire ralentit pendant 2 ans. Les policiers, au pied du mur, se rendent à nouveau à la boulangerie en quête d'informations. Une collègue de Tim, Kim Wagner, est présente cette fois-là. Elle n'a pas connaissance de la conversation entre le patron et les policiers, qui n'a d'ailleurs pas duré très longtemps. Intriguée, son patron ne voulant pas en parler, elle décide d'appeler elle-même la police. Elle a le sentiment que cette visite est en lien avec le meurtre non résolu de Mandy Stavik, l'un des crimes les plus tristement célèbres de la région. Les enquêteurs confirment. Ils lui expliquent qu'un de ses collègues, Tim Bass, est un suspect dans le meurtre de la jeune femme. À partir de ce moment-là, Kim en fait une affaire personnelle. Elle connaissait Mandy. Elle n'a jamais oublié son meurtre. Et depuis, elle a eu une fille, et elle s'est dit que, si sa fille était sauvagement tuée, elle aimerait que quelqu'un fasse tout ce qu'il peut pour mettre son assassin en prison. Kim dit, je cite, « Je me suis portée volontaire à 100% pour le faire. L'idée que la mère de Mandy n'a jamais eu de réponse de qui a fait ça à sa fille, si je pouvais l'aider à trouver cette paix, je voulais le faire. » Et puis, elle n'a jamais senti son collègue Tim. Elle dit elle-même, « Le Tim Bass que je connais, il est bizarre. Vous ne saviez jamais quel homme allait venir travailler le matin. La moindre chose le met en colère. Je préférais rester loin de lui. » Une chose fait aussi écho aux autres témoignages concernant l'homme, c'est son manque d'estime pour les femmes. Kim dit « Il ne m'a jamais appelé Kim, il m'appelait toujours femme. » Kim dit aux enquêteurs qu'elle sait qu'ils ont besoin de son ADN et qu'elle est prête à le leur transmettre. Elle dit qu'elle refuse de continuer à travailler avec un homme qui a peut-être tué une jeune femme. Pendant 3 mois, Kim a étroitement surveillé son collègue. Jour après jour, elle vidait régulièrement la poubelle au cas où il jetterait quelque chose. Mais Tim est organisé. Il ramène toujours ses déchets chez lui.
Puis, finalement, un jour après son petit déjeuner, Tim met à la poubelle un gobelet en plastique et une canette de coca, que Kim récupère discrètement et transmet aux policiers. Évidemment, l'ADN correspond. 28 ans après, c'est enfin un match. Les enquêteurs sont extatiques. Ils décident de rendre une autre visite à Tim alors qu'il quitte son travail. L'échange se déroule vaguement comme suit. « Aviez-vous une relation sexuelle avec elle ? Non. Tu ne l'as même pas embrassée une fois ? Non, jamais. Alors pourquoi on a retrouvé ton ADN dans son corps ? Apparemment, Tim serait passé du déni à la colère en leur demandant comment ils ont pu avoir son ADN et de quoi il parlait. Juste après cette conversation, le 12 décembre 2017, 28 ans après que Mandy ait été retrouvée morte, la police arrête Tim Bass, 50 ans, dans le parking de la boulangerie. Il est accusé d'enlèvement, de viol et de meurtre. Fou de joie, le détective Bowie passe au domicile de la mère de Mandy, Marie. C'est son anniversaire. Quand l'agent lui dit qu'il tienne le meurtrier de sa fille, elle a du mal à y croire. Were you trying to get me to admit to something I didn't do? Is that what you're trying to do right now? Pas d'aveu, mais qu'à cela ne tienne. Après 30 ans de chagrin, de peur et de frustration, le procès du meurtrier présumé de Mandy commence enfin. Dave Makeshran avait 44 ans lorsque Mandy Stavik a été assassinée. Et aujourd'hui, à 73 ans, il sort de sa retraite et insiste pour ne pas être payé alors qu'il dirige l'équipe du parquet dans cette affaire profondément personnelle. Tim Bass plaide non coupable. The defendant's DNA was inside her, and we know that she was kidnapped, she was raped, and then she was killed. Affaire classée ? Non, répond l'avocat de la défense, Stephen Jackson. Tim Bass is not guilty. He didn't kidnap anyone, he didn't rape anyone, and he certainly didn't kill anyone. This case remains a big mystery. Jackson propose au jury une théorie choquante, la suggestion que Tim Bass et Mandy Stavik ont eu des relations sexuelles consenties dans les heures précédant son meurtre. There were no signs of a struggle. Ms. Stavik had no defensive wounds. Evidence of sexual contact is not evidence of rape. And evidence of sexual contact is certainly not evidence of murder. Et en effet, lors de son interrogatoire après son arrestation, Tim a affirmé qu'il avait eu une liaison secrète avec Mandy. Il raconte comment ça a commencé. Qu'un jour, durant l'été 1989, avant qu'elle ne parte à l'université et alors qu'il faisait du vélo avec son père, ils l'ont croisé en train de faire son jogging. Son père s'est arrêté pour discuter un moment et qu'à partir de là, lui et Mandy ont commencé à discuter quand ils se croisaient. Il dit que quand elle est partie à l'université, elle lui a dit qu'ils se verraient quand elle reviendrait pour les vacances. Everything I've said is the truth. It was more of a friendship type thing. We just talked, and then it just kind of grew into more of a physical thing, and we didn't even really do it that much. So it was more kissing and stuff. Tim affirme ensuite que Mandy se serait présentée chez lui le jour de sa disparition. Mais d'après les enquêteurs, cette histoire sonne faux. C'est seulement sa façon d'expliquer comment son ADN avait été retrouvé sur Mandy Stavik. Comme par hasard, son père, seul capable de vérifier ses affirmations, est décédé. La famille de Mandy, elle non plus, ne croit pas à cette histoire. La sœur de Mandy, Molly, rétorque, je cite, « Il n'y a aucune chance que ma sœur ait eu une relation physique avec Tim Bass. Elle était bien hors de sa ligue, pour le dire franchement. » Et puis, rappelez-vous, lorsque Tim a été interrogé pour la première fois en 2013, il a déclaré qu'il se souvenait à peine de qui était Mandy. Et maintenant, ils étaient amants ? Ce à quoi répond l'accusation en disant que c'est curieux, dans ce cas, que personne ne les ait jamais vus ensemble et qu'il n'y ait jamais eu aucun appel téléphonique entre eux. Il est désormais temps pour le témoignage d'une femme que Tim connaît très bien, son ex-femme Gina Malone. Gina raconte qu'elle a vu Tim demander à sa mère de mentir pour lui, et pire encore, de pointer du doigt son propre père. Mais sa mère a refusé. Mais surtout, elle revient sur ses déclarations de 2017, quand elle a donné un alibi à son mari. Elle a dit que le jour de la disparition de Mandy, elle était passée chez les Bass pour voir Tim. Aujourd'hui, elle dit qu'elle a été forcée de mentir.
Puis c'est au tour de Tom, le petit frère de l'accusé, de prendre la parole. Le procès tourne en une réunion de famille tout droit sortie des enfers. Tom explique que quand l'enquête sur son frère était en cours, quand on lui a redemandé une deuxième fois de donner volontairement son ADN, Tim était vraiment stressé. Il a dit à son frère, je cite, « La raison pour laquelle je suis si inquiet et je suis si anxieux, c'est que j'ai couché avec Mandy quand elle est revenue pour Thanksgiving. » Mais Tom a eu beaucoup de mal à le croire. Et surtout, son grand frère lui a demandé de mentir à la police et de dire que lui aussi avait couché avec Mandy. Sûrement pour la faire passer pour une fille qui avait des relations avec plusieurs hommes. Et après que Tim soit arrêté, il a affirmé à sa famille, sa mère et son frère, que les flics mentaient, que tout le monde était contre lui. Il leur a dit, je cite, « J'ai besoin d'un alibi solide ou je vais en prison. Maman, tu peux peut-être dire que nous faisions nos courses de Noël au moment où elle est morte. Tom, toi, fais ce que tu peux. » Enfin, la défense revient sur le témoignage de David Cracker, l'homme qui a vu Mandy passer devant son véhicule en courant alors qu'elle rentrait chez elle. D'après ce que raconte David, quand il a vu Mandy, elle se trouvait à environ 1 minute à pied de chez elle en courant. La défense argumente donc, est-il physiquement possible de kidnapper quelqu'un en 1 minute et de gérer le chien en même temps? D'après eux, ça ne l'est pas. Après 9 jours de procès, c'est le moment des plaidoiries. Pour les avocats de la défense, je cite, « Il est facile de supposer que cette jolie jeune femme n'aurait jamais rien à voir avec Monsieur Bass. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne les a pas vus ensemble qu'ils n'ont pas été ensemble à un moment donné. Il s'agit d'une enquête basée sur l'hypothèse erronée qu'il s'agit d'une agression sexuelle. » Quant au procureur, je cite, « Il ne s'agissait pas d'une situation dans laquelle il y avait des relations sexuelles consenties. Il n'y a jamais eu aucun contact entre ces deux personnes. Elle a été enlevée, elle a été violée, elle a été tuée. Tenez-le pour responsable. » Certains jurés, toutefois, ont des doutes. L'un d'eux déclare « Les adolescentes peuvent sortir en douce la nuit. Peut-être qu'il y avait une relation secrète. » Les délibérations ont duré un peu plus d'1 journée. Ce qui est le plus stressant, c'est que les jurés doivent être d'accord à 100%. Si une personne n'est pas d'accord, le jury est bloqué et il faut tout recommencer. We, the jury, find the defendant, Timothy Forrest Bass, guilty of the crime of murder in the first degree as charged in count 1. Le 24 mai 2019, Timothy Bass est reconnu coupable du meurtre de Mandy Stavik. 6 semaines plus tard, c'est l'heure de l'audience pour déterminer sa peine. Tim Bass a choisi de dire quelques mots. I would first like to say that I'm 100% innocent of this crime. Furthermore, I don't believe I received a fair trial. In saying that, though, a better man in me says I should say very little today and give this day to the Stavik family. Sir. Imperturbable, le juge a condamné Tim Bass à la peine maximale, près de 27 ans. Il ne pouvait pas être condamné à perpétuité parce que les procureurs ne l'avaient pas accusé de meurtre avec préméditation. Il n'était pas sûr de pouvoir le condamner pour cette accusation. Le juge déclare, je cite, « Pendant 30 ans, vous avez vécu libre de la responsabilité de vos actes, mais cette vie a été un mensonge et tragiquement, elle a pris votre famille, votre mère, votre frère, votre ex-femme, vos enfants dans sa toile. » Tim Bass a fait appel, mais il a été rejeté. Il pourrait être éligible à une libération conditionnelle dans 24 ans. Et c'était la terrible histoire de Mandy Stavik, dont le tueur a finalement été mis en prison pour son crime 28 ans après son affreux geste. Mieux vaut tard que jamais. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous.
he's making it up. He's trying to cover himself. Good afternoon, Ms. Wagner. Come on, step right up here if you would. Testifying for the prosecution is the woman who helped retrieve the DNA evidence that linked Bass to the crime scene. I was terrified. But Kim Wagner knew she had one more job to do. If Tim was potentially involved in that crime, I wanted to do the right thing for Mandy. But the defense is hoping science can support Bass's account. They called Dr. Elizabeth Johnson, a forensic expert, to the stand. She says the semen could have been deposited up to 2 days before Mandy's death. I would say most consistent is hours to days, and probably within up to 48 hours. The prosecution expert, the original medical examiner from 30 years ago, Dr. Gary Goldfogel, disagrees. He says various indicators say it was much sooner. She was raped and then was killed and deposited in the river and drowned in the river. Would your findings be consistent in all regards with that hypothetical? Yes, they would. They have no physical evidence. There's no evidence that she was restrained in any way, and you'll hear no evidence that she was taken anywhere against her will. They have no evidence that Ms. Stavik was raped. You will not hear that Ms. Stavik sustained any injuries that would be commonly associated with a sexual assault, and you will not hear any evidence of forced sexual contact. Finally, they have no evidence that Tim murdered Ms. Stavik.